Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal qui nous présente son invité. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Éric Fontaine, donc qui est administrateur de la Confédération nationale du logement. Éric Fontaine, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine. Ces derniers jours, Éric Fontaine, on a eu une visite à la Réunion de François Lamy, le ministre délégué à la ville, qui est donc arrivé à la Réunion jeudi dernier. Vous en tirez quoi de cette visite, vous? Oui, effectivement, il était en visite à la Réunion. Il était en visite hier au Camélia, en visite. Oui. Ouais. Oui, vous avez l'air d'insister sur le terme visite. Oui, c'est une visite, je crois, peut-être même du tourisme. On aurait pu s'en passer, vous pensez? Oui, je crois que sincèrement que la Réunion attend autre chose aujourd'hui d'un ministre, qu'importe le ministre d'ailleurs, puisqu'il était, je vais vous donner sur une zone déterminée, il était sur la zone des Camélias. Ouais. Et dans le même temps, moi, à cette heure-là, j'étais dans les logements des Camélias. Il était vers 1h15 à peu près. Et je continue à parcourir ces immeubles qui sont dans un état de délabrement avancé. Moi, ce que j'appelle des bidonvilles modernes aujourd'hui, des immeubles de la honte, dans lesquels sont logés, je parle pas par centaines, des milliers aujourd'hui d'habitants. On vous avancez très clairement le chiffre de plus de 5000 Dionysiens qui vivent actuellement dans des immeubles insalubres dans ces quartiers. Oui, aujourd'hui, oui. Sur cet immeuble, oui, plus de 25 000 à la Réunion, oui, sur ce secteur, oui. Les problèmes électriques existent, les infiltrations sont de partout dans les immeubles. Problème d'amiante aussi, parce que c'est des constructions qui datent. Problème d'amiante, alors ça c'est un sujet extrêmement sensible pour lequel je suis effectivement très présent actuellement avec les personnes des Camélias depuis quelques semaines déjà, puisque quand même on parle de l'amiante, on parle de santé publique, on parle de cancer, on parle de personnes qui peuvent mourir demain, dans les années à venir, et que oui, il y a de l'amiante au Camélia, c'est une certitude aujourd'hui. Maintenant, il y a un travail de fond qu'on est en train de mener avec les habitants dans un premier temps, et avec le bailleur pour pouvoir effectivement avoir les éléments nécessaires, notamment les études, parce que la loi prévoit que lorsqu'on repère de l'amiante dans un immeuble, on doit mettre à disposition des habitants, des locataires, les études qui ont été réalisées. D'accord, les études dans les parties privatives et les parties communes. Donc il y a deux études distinctes, donc qui doivent être mises à disposition des locataires. On a fait déjà la demande à la SCDA, donc on n'a pas pu encore avoir ces documents. Donc on espère les avoir la semaine prochaine. Et en tout cas, on attendra jusqu'à la semaine prochaine, et pas plus, puisqu'on a besoin de savoir ce qu'il en est. Mais c'est qu'on est bien aujourd'hui sur des situations alarmantes. On parle d'amiante, on parle des logements insalubres, on parle d'immeubles biodégradables aussi. Qu'est-ce qu'on appelle des immeubles biodégradables? Je connaissais le biodégradable moins pour, on va dire, les papiers, les plastiques, mais pas pour les immeubles. C'est un concept réunionnais. Ah, d'accord. Où vous avez des balcons qui se fondent tout seuls. Ah, je me doutais que c'était une histoire comme ça. Et je crois qu'on peut dire qu'en 2013, c'était l'année noire du logement à La Réunion. Ouais. On n'a jamais eu autant de problèmes sur le logement à La Réunion. Alors, ce qui est étonnant quand même, Éric Fontaine, c'est qu'on n'ait pas emmené justement notre ministre délégué à la ville, François Lamy, toucher du doigt ces logements-là. On l'a vu dans des reportages télévisés sur des projets où, effectivement, il y avait un parterre de personnalités, il y avait des projets qui lui étaient présentés, mais on l'a pas vu, on va dire, dans la détresse sociale et locative. Tout à fait. Je dis que c'est important de parler des projets. Oui, bien sûr. Bien. Mais maintenant, c'est vrai que lorsqu'on est ministre de la ville, qu'on dirige ce qu'on appelle la politique de l'ANRU, j'ai envie de dire limite j'élargis même au RHI, ce serait important de rencontrer les gens et on verrait qu'il y a bien un problème important aujourd'hui à La Réunion. Les RHI s'étalent sur des 15-20 ans aujourd'hui à La Réunion. RHI, c'est réhabilitation des habitats insalubres. On a des RHI sur toute La Réunion. On a sur le programme d'ANRU effectivement des difficultés également. Donc c'était, à mon avis, important de rencontrer cette population qui est en détresse et qui aujourd'hui a besoin de réponses et qui ne dispose d'aucune information fiable sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur des programmes. Alors ce qui est étonnant aussi, alors peut-être aussi que la visite était relativement bien orchestrée, encadrée, c'est que on n'interpelle pas une personne comme celle-là. Parce que on l'a vu dans les journaux, il y a quand même eu des manifestations. Je reviens sur l'histoire de la Sémadaire, lotissement au port, mais même ailleurs sur Saint-Denis, même dans notre ville, quand les locataires ont un ras-le-bol, ils interpellent les élus, ils bloquent la route, ils font une action. Là, on a eu l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste et il va repartir les mains dans les poches avec la bénédiction.
Oui, il va repartir, ou il est déjà reparti d'ailleurs, je sais même pas. Effectivement, en disant que tout va bien. Ouais. Que tout va bien. En tout cas, que les projets lui plaisent. Oui, il y a de bons projets, les gens vivent dans de bons bidonvilles modernes, et puis voilà, tout va bien. Ouais. Et les gens paient des loyers exorbitants. Il y a, c'est important aussi, aujourd'hui on a 25% de personnes âgées dans le logement locatif social. Et on sera à 40-45% dans moins de 4 ans. C'est vrai que ça aurait été important aussi de rencontrer les personnes âgées, parce que ce sont des futures personnes qui vont vivre sous les ponts demain, parce qu'elles ne pourront plus faire face au paiement des loyers. Elles auront une petite retraite de rien du tout, et le prix du loyer ne va pas descendre. Elles ne touchent pas ou très peu d'allocation logement, et on est sur une situation extrêmement alarmante à La Réunion, sur laquelle que j'attire les gens depuis des années, et c'est vrai qu'un ministre ou un secrétaire d'État qui vient à La Réunion devrait également se pencher sur la situation de ces personnes âgées qui m'inquiètent sérieusement aujourd'hui, puisque quand même ce sont ces personnes qui ont construit La Réunion, qui ont grandi La Réunion, et on n'a pas le droit, j'ai dit bien, on n'a pas le droit de les laisser totalement abandonnés dans ces logements et en les prenant pour des payeurs, simplement des payeurs, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire aussi que l'aspect financier prime sur l'aspect humain. On est bien sur du business dans les logements, on est plus sur des projets à taille humaine. Éric Fontaine, on va marquer une première pause dans cette émission et puis on revient avec vous pour la suite d'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Éric Fontaine, donc qui est administrateur de la Confédération nationale du logement. Éric Fontaine, on a vu qu'effectivement, on parlait notamment des champs de compétences, qui avaient en charge la politique du logement à La Réunion. On a vu que c'était les municipalités et en grande partie le Conseil général. Oui. Avec effectivement les élus de ces collectivités qui siègent au sein des conseils d'administration de ces bailleurs sociaux, qui définissent une politique du loyer, tant sur le mode de construction, le choix du site, la valeur du bâtiment, la valeur du loyer également. Mais est-ce qu'ils définissent aussi, parce que c'était ce dont on parlait aussi en début d'émission, est-ce qu'ils définissent aussi, on va dire, les champs de compétences sur l'entretien et la réhabilitation des logements? Parce qu'aujourd'hui, et vous disiez tout à l'heure, l'année 2013 a été une année noire pour le logement à La Réunion, il y a eu de nombreux accidents. Est-ce à dire qu'on n'entretient pas les logements locatifs, qu'ils soient sociaux ou pas, dans ce département? Est-ce qu'une fois qu'il s'est construit, on le rentabilise à tout crin, quelles que soient les conditions dans lesquelles on loue ces appartements aux foyers qui vont les occuper? Alors oui, on est bien dans cette situation, on dit qu'on est dans une course à la construction des logements. D'ailleurs, j'entends toujours, tout le monde entend toujours, on doit construire des logements, il nous faut 8000 logements par an, etc., etc. Mais on n'entend jamais dire, effectivement, il faut réhabiliter 40 000 logements. Ça, on n'entend jamais. On va entendre toujours 8 000 logements construits. Mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui, excusez-moi de vous couper, Éric Fontaine, est-ce qu'on connaît aujourd'hui un petit peu, est-ce qu'on a une notion sur l'état des lieux, l'âge des locations à La Réunion? Tout à fait. On sait que ça a commencé quoi, au lendemain de la départementalisation? Au lendemain de la départementalisation, mais en réalité, non. Le logement social a démarré au lendemain d'un cyclone de 48. Donc ça remonte très loin. Ça remonte très loin, avant la départementalisation. C'était à l'époque où la SID a été créée, donc ça remonte très très loin, ça fait un peu l'histoire du logement social à La Réunion. Et les premiers logements sociaux, réellement, ont vu le jour au port, contrairement à ce qu'on peut penser. C'était pas au Chaudron, c'était au port, et donc ça remonte à très 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 longtemps. Et Léon Le Pervenche, à l'époque, avait énormément œuvré pour la mise en place des logements sociaux à La Réunion. Parce que quand le cyclone est passé, il y a des périodes, bien sûr, à La Réunion à l'époque, il n'y a plus rien, et les gens étaient à la rue. Alors, depuis, évidemment, les logements ont été construits, et aujourd'hui, vous avez 40 000 logements qui ont plus de 15 ans. Ouais. 40 000 logements qui ont plus de 15 ans, et 10 000 qui ont plus de 40 ans. Ce qui veut dire... C'est énorme, ça, par contre. Voilà, ce qui veut dire que en tant qu'un bailleur social ou même qu'un élu dans une commune, je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir identifier où se trouvent ces 10 000 logements. Évidemment, moi, je connais. On peut dire que ce sont des quartiers entiers en règle générale. Ce sont des quartiers, oui, c'est des quartiers dans lesquels on retrouve des fois plus de 10 000 habitants. Au minimum, sur lesquels des fois des logements n'ont pas fait l'objet de réhabilitation. Je vais prendre un exemple sur Saint-Denis qui s'appelle Tamarin, l'immeuble des Tamarins Saint-Clotilde. Et il a fallu une intervention nationale il y a 2 ans sur cet immeuble pour entamer une discussion avec le bailleur social
pour commencer à remettre en place des opérations de peinture, refaire les carreaux, refaire les salles de bain, etc. Opération qui est toujours en cours. On a signé un accord cadre avec les locataires et le bailleur avec des travaux, mais sans augmentation de loyer. D'accord. Donc l'opération ça a eu lieu, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On a d'autres personnes qui peuvent le faire. Fontaine, c'est d'autant moins normal que ces logements depuis longtemps sont largement amortis en ce qui concerne. Il y a plus d'emprunt sur ces logements-là. Donc ça veut dire qu'on encaisse des loyers, mais on fait quoi en contrepartie? Alors généralement les prêts de l'époque couraient sur 40 ans. Ouais. D'accord. Donc, quand je vous dis qu'il y a 10 000 logements qui ont plus de 40 ans, si on prend une moyenne de 300 euros par logement, ça veut dire que les bailleurs sociaux perçoivent 36 millions d'euros par an sur des logements nets, sur lesquels ils n'ont plus de crédit. Donc, de l'argent qu'ils pourraient réinjecter. C'est pour ça qu'on utilise le conditionnel. Voilà, puisque je ne crois pas, si je regarde à La Réunion, autour de moi, que sur ces 10 000 logements qui ont plus de 40 ans, je vois pas des travaux. Pas spécialement des travaux. J'ai que 36 millions de travaux, ça se verrait. À La Réunion. Ça permettrait de créer des emplois. Je crois que ça aussi c'est important. Il ne faut pas non plus ignorer. Vous avez 36 millions d'euros de travaux sur les 10 000 logements. Ça permettrait de créer de l'emploi. Beaucoup d'emplois à La Réunion. Alors qu'aujourd'hui, la politique de l'emploi, et on l'a vu notamment au moment des mouvements d'humeur du BTP, on disait oui, mais on va construire des logements que si effectivement, il y a quoi, le PLU qui est alimenté, il y a, finalement, on avait des bailleurs sociaux qui disaient, et il n'y a pas si longtemps que ça, si on construit, il faut nous donner de l'argent. Alors, moi je ne suis pas dans cette logique avec les bailleurs sociaux. Ils disent aussi également, et d'ailleurs ils viennent cogner à la porte des collectivités aujourd'hui, pour demander de l'argent pour la réhabilitation des logements. Et je constate malheureusement avec beaucoup de regrets que des collectivités aujourd'hui attribuent des subventions conséquentes à des bailleurs sociaux pour la réhabilitation des logements qui sont anciens. Alors que vous venez de nous faire la démonstration qu'ils ont déjà, on va dire, de l'argent sous le coude. Ils ont largement amorti cet immeuble, ils ont remboursé les prêts et aujourd'hui on leur subventionne, on leur donne de l'argent pour réhabiliter des logements et à la suite de la réhabilitation, ils augmentent le prix des loyers aussi. Donc déjà qu'aujourd'hui, il y a une absence effectivement de logique dans la politique du logement, j'arrête pas de le dire d'ailleurs. On est dans un PLS, c'est que le prix du loyer est à 9,85 € le mètre carré au lieu de 6,49 € qui est dans le cadre des logements gérés sociaux traditionnels. Ces logements sont construits avec la garantie d'emprunt de la mairie, tant qu'à faire. D'accord. Oui. Donc si vous voulez, on pourra toucher 2 mots sur la garantie d'emprunt d'ailleurs. Et ces logements sont livrés. Évidemment, il devait arriver ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les logements n'étaient pas occupés. Parce que aujourd'hui, 9,85 € le prix du loyer au mètre carré, ça revient plus cher qu'un loyer privé. Donc il y avait 16 appartements seulement loués, et quand je suis intervenu sur cet immeuble, 15 personnes étaient en situation d'expulsion. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer que leur imposait Les loyers étaient à 900 €. Pardon ? Le loyer était à 900 € le logement. Pour quelle surface et combien de pièces? T3, T4. Mais c'est beaucoup plus cher que le marché du privé, beaucoup comme vous plus l'avez cher dit. que le privé. Et j'arrêtais pas de dire aux gens, mettez 50 € de plus, allez louer une villa. Ben oui. Allez louer une villa, sortez dans ce logement où vous ne pouvez plus rester, c'est pas possible. Et dans ce type de logement, par exemple, encore, il y avait une dame âgée qui avait 15 000 € de dette de loyer, elle touchait 700 € de retraite et 800 € de prix de loyer. Donc on a amené ce bailleur à la discussion, c'est quand même le comble, c'est que la mairie qu'on avait vue à l'époque nous disait oh là, ça va être compliqué pour vous. J'ai dit mais ça fait rien, on y va. Et au bout de plusieurs réunions, donc on a expliqué au bailleur qu'il ne pouvait pas continuer à louer des logements pour lesquels il ne percevait aucun loyer au fond. Ben, parce du coup, il perdait de l'argent. Voilà. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être énarque pour comprendre ça. Donc rapidement, on a dit que vous êtes en train de perdre de l'argent et qu'il faut arrêter. Au bout de la 4e ou 5e réunion, ils ont admis effectivement que j'avais raison et qu'il fallait ramener le prix du loyer à 7 €, comme j'avais demandé, 7 € le mètre carré. Alors finalement, c'était loué à ce prix-là par rapport à quoi? Par rapport justement au taux de remboursement des emprunts qu'ils avaient contractés pour la construction? Exact. Et une mauvaise vision de la politique sur un territoire donné. Alors c'est terrible parce que, bon, le bailleur social, lui, il a effectivement une mission qui lui est déléguée. Oui. Mais finalement, dans cette délégation, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il applique le prix des loyers qu'il veut. Je peux vous donner un exemple encore. Sur Saint-Denis, par loi normalement aujourd'hui, vous avez un bailleur qui pratique un prix à 13 € le mètre carré. Wow. Or, le prix à Saint-Denis aujourd'hui, dans le privé, il est maximum à 9 €. Ouais. Sur la Bretagne, donc on n'est pas en ville cette fois-ci, on remonte toujours sur ce même bailleur, on est à 9,95 € le mètre carré, voire 10 € le mètre carré. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on assiste effectivement à des prix soi-disant locatifs, attrayants, sur du logement social pour
très souvent, d'ailleurs, le logement locatif des bailleurs est présenté comme du logement social, exact. Alors que finalement, quelquefois, on se rend compte que c'est plutôt du logement de luxe. C'est du logement, je dirais, de luxe en termes de coût, en tout cas. Oui, en termes de coût, mais pas en termes de confort. Voilà, pas en termes de confort, puisque c'est le minimum de confort, mais en termes de coût, oui. Ouais. Ce à quoi aussi on assiste, c'est aussi peut-être une métamorphose du locatif. C'est-à-dire que quand je dis une métamorphose, c'est d'abord la famille a changé. Oui, on assiste à aujourd'hui, on constate en tout cas beaucoup de familles monoparentales, oui, avec 1 ou 2 enfants. Mais est-ce que justement cette nouvelle constitution de la famille, est-ce que le logement correspond réellement aux besoins aujourd'hui? On a beaucoup de locataires qui sont en suroccupation dans les logements. C'est-à-dire ce qu'on appelle une suroccupation, c'est que vous avez un T2 dans lequel vous avez par exemple 5 personnes, 6 personnes. Alors, si la CAF s'amusait si on peut dire, à opérer un contrôle et être extrêmement rigoureux, l'allocation logement s'arrêterait immédiatement. Oui, mais là, on mettrait des gens dans la panade. Voilà. Donc, on est dans cette situation aujourd'hui à La Réunion. Donc, c'est pour ça que il y a sûrement des perspectives à voir. Mais en tout cas, il faut également, lorsqu'on construit des logements, bien anticiper sur la composition familiale à venir. On sait qu'il y a 14 000 naissances, par exemple, par an à La Réunion, en moyenne. Donc, il y a tout ce calcul-là à faire. On sait combien de jeunes de 18 ans arrivent entre guillemets, sur le marché du travail tous les ans. Donc, il y a tous ces calculs à faire, quoi. Ouais. Et pourquoi on ne les fait pas? Parce que là, finalement, ce que vous démontrez encore, c'est que on a des chiffres dont on ne tient pas compte. On programme des choses en dépit du bon sens. On construit. Oui, non, on construit pour construire. On construit pour construire. Mais on construit pas pour faire vivre les gens. Voilà, on ne construit pas pour améliorer les conditions de vie des habitants. Et je vais vous donner encore un chiffre quand même qui doit interpeller. On me dit que dans tous les programmes de RHI qu'on a à La Réunion, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État a conventionné avec des opérateurs, donc c'est des bailleurs bien généralement, pour mener des opérations de RHI. Il y a aujourd'hui environ 100 millions d'euros dans le cadre des RHI, qui n'ont pas été récupérés par les bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des opérations des RHI qui ont été conventionnées à des instants T, on va dire, donc telle année, 2000, 98, etc. Mais ces opérations des RHI ne sont pas clôturées. Donc il y a un engagement d'État à donner par exemple 10 millions d'euros à un bailleur, il y a déjà versé par exemple 5 millions, et 5 millions sont toujours dans les caisses de l'État en attente d'un bilan pour pouvoir débloquer. Donc en réalité c'est 100 millions, c'est donc 100 millions qui dorment dans les caisses de l'État et qui ne peuvent pas aujourd'hui être utilisés pour autre chose, parce qu'ils attendent le bilan des RHI. Mais rassurez-moi, la construction a quand même bien été réalisée. Ah non, je dirais que aujourd'hui les RHI à La Réunion, si on peut dire, c'est un fiasco total. C'est un panier percé. Je dis pas c'est un panier percé, je dis que c'est un fiasco. Je donne un exemple concret. Quand on fait une RHI, une RHI se construit avec la population. Oui, on fait un constat sur leur état de vie actuel. Et on construit avec eux. Selon leurs besoins. Selon leurs besoins. Et généralement, dans le cadre d'une RHI, on fait également, par exemple, des LES, logements évolutifs sociaux. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, à La Réunion, on construit péniblement, à l'heure on parle, 300 LES par an. Et on crée à l'époque 1500, il y a 6 ans, 7 ans. Comment se fait qu'il y a cette pénurie? Alors, quand on interroge les communes globalement, ils disent c'est l'État. Quand on interroge l'État, ils disent ce sont les communes. Bon, on sait pertinemment que le logement, c'est pas de la compétence de l'État, mais de la compétence des communes et du Conseil général. On tourne en rond. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je me disais que s'il y avait un meilleur suivi de ces conventions signées avec les bailleurs, peut-être il y aurait effectivement des crédits qu'on aurait pu redéployer. Maintenant, je pense que c'est foutu. Je crois que les 100 millions d'euros des RHI repartir. On dit que ces crédits ne pourront jamais rester à La Réunion. On dit que si les crédits qui sont pas versés aujourd'hui dans le cadre dans les différents programmes de RHI, et que les bailleurs, par exemple, soldent des opérations, il reste 40-50 millions qui ne seront pas versés, ces crédits ne sont pas réaffectés en 2015 sur la LB. Non, ces crédits repartiront dans les caisses de l'État et puis oui, mais finalement, donc on pénalise des gens qui ne trouvent pas de logement. Pour ceux qui trouvent de logement, finalement, on trouve pas d'autre solution que d'augmenter les loyers parce que justement toutes ces subventions repartent de l'autre côté de la mer. Mais finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de vouloir construire, mais on se rend compte qu'il n'y a pas l'outil nécessaire, adapté à rendre justement la politique de logement cohérente. Il n'y a pas de suivi. Je crois que c'est plus simple que ça. Il n'y a pas de suivi. Qui pourrait faire un suivi? Je pense que déjà. Est-ce qu'il faudrait que ça soit attribué à un privé qui, finalement, désolé de le dire, peut-être la Confédération? Non, parce que je crois que ça résout beaucoup de soucis. Non, je dirais que ça pourrait être des intercommunalités qui aujourd'hui, je pense, ont aujourd'hui quand même assez de moyens. Ils ont un encadrement, je pense, quand même conséquent. Aujourd'hui, les intercos, comme on dit familièrement, c'est pas dans leurs compétences. Ils peuvent.
Ils peuvent, mais c'est souvent... Alors, ils peuvent. Je pense qu'il faut effectivement réfléchir différemment. Est-ce qu'il faut réfléchir différemment ou est-ce qu'il faut se poser la question pourquoi les municipalités ne veulent pas lâcher la compétence la compétence logement? Moi, j'essaie de réfléchir pourquoi ils gardent la compétence du logement. Je ne vois pas. Parce que généralement, les élus n'interviennent pas sur la conception même de l'immeuble. Au départ, généralement, ils n'interviennent pas sur la conception. Ils ne disent pratiquement rien sur le prix des loyers qui seront pratiqués, conventionnés, réglementés d'ailleurs. Ils ne disent rien. Et je pense qu'ils interviennent que sur la partie attribution. Moi, j'aimerais savoir d'abord, justement, comment ça, on attribue un logement. Alors bon, en plus on est en période électorale, donc j'imagine qu'il doit y avoir la queue dans certaines permanences politiques pour réclamer un logement ou toute autre chose. Mais comme on est sur le logement, restons-y. Comment c'est attribué, en fonction de quels critères? Est-ce qu'il y a aussi des partenaires qui interviennent? Je pense notamment à la caisse d'allocation familiale, puisque elle entre aussi pour partie dans le financement, en tout cas dans le remboursement ou dans l'accompagnement financier du prix du loyer. Comment ça se passe justement ce phénomène d'attribution et de règlement? Alors, dans la commission d'attribution de logement est régie bien sûr par des règles strictes, c'est-à-dire que peuvent effectivement avoir une attribution de logement des personnes en fonction des revenus, donc les revenus liés aux logements sociaux, en fonction également des priorités prévues, un handicapé, une femme par exemple battue, et l'ancienneté. Bon, l'ancienneté de quoi? L'ancienneté de la demande. De la demande. De la demande du logement. Après, il reste un problème qui est très compliqué et qu'on n'arrive pas à suivre, évidemment. C'est quand on arrive en commission d'attribution de logement, la loi prévoit qu'il y ait minimum 3 dossiers présentés par logement, au minimum. Ouais. Donc vous arrivez dans une commission, donc vous avez des tableaux avec le nom des personnes, les revenus, enfin tout ça. On rappelle que vous siégez dans cette commission. J'ai siégé. Vous avez siégé. Alors j'ai siégé parce que deux bailleurs m'avaient offert la possibilité de siéger. Alors que je n'étais pas, ils n'étaient pas obligés de le faire. Je pense que oui, ils l'ont fait. Et du coup, ils veulent plus vous voir. Voilà. J'ai compris. Donc maintenant, je leur demande si je peux toujours siéger, mais ils disent non, c'est fini. Allons-y, continuons en tout cas la démonstration. Donc lorsqu'on a le tableau de l'attribution de logement, on a le nom, on a les revenus, on a le logement demandé, etc. Et on a les 3, minimum 3. Mais comme j'ai toujours demandé, nous on n'a pas accès nous aux fichiers des bailleurs. Rien ne me dit que Madame X qui est présentée dans les 3 premiers, qui me disent qu'elle a 5 ans d'ancienneté, qui me dit qu'il n'y a pas dans son dossier, dans ses fichiers, quelqu'un qui a 10 ans. Ouais. Personne ne sait. Donc, on est confronté à ça. Personne ne le sait. Si, le bailleur social, lui, le sait. Lui, le sait. Nous, ce qu'on a toujours demandé. C'est lui qui demandé, enregistre les dossiers de demande. Tout à fait. Nous, ce qu'on a toujours demandé aux bailleurs qui n'ont jamais appliqué, c'est de faire un courrier lorsque un locataire arrive sur une demande de logement, donc présenter en commission d'attribution de logement n'est pas attribué, il faut écrire au locataire pour lui dire que votre logement, votre candidature n'a pas été retenue. Ouais. Ce qui permettrait souvent de contester au tribunal administratif. Voilà, mais on n'en sort plus là. Voilà, mais évidemment, ils nous disent qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens d'écrire au locataire pour dire que le logement a été refusé parce qu'il y a énormément de demandes par commission, etc., etc. Voilà. Justement, aujourd'hui, on évalue à peu près l'importance des, comment on appelle ça, la liste d'attente. 22 000 demandes de logement à La Réunion aujourd'hui. Pour l'ensemble du département. Pour l'ensemble du département. Après, il faut prendre effectivement ces chiffres avec beaucoup de pincettes, parce que quand on dit 22 000 demandes de logement, il y a également dans ces demandes de logement des gens qui sont également dans le privé aujourd'hui, qui sont déjà logés. On peut avoir aussi des gens qui sont dans le parc social déjà et qui veulent une mutation. D'accord, oui. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, il y a 22 000 demandes aujourd'hui en instance, en souffrance. Tout à fait. Tout bailleurs sociaux confondus. C'est 22 000 demandes de logement à La Réunion. Aujourd'hui, on a justement, c'est aussi une information qui est intéressante à connaître. Il y a combien de bailleurs sociaux à La Réunion? Il y a 7 bailleurs sociaux à La Réunion, qui sont répartis globalement sur l'ensemble du territoire. Ouais. Bon, on avait certains plus sur le sud, d'autres un peu plus sur le nord-ouest, mais globalement, vous avez 2 plus gros bailleurs qui sont la SHMR et la CDR, qui sont présents sur pratiquement toutes les communes de La Réunion. Ouais. Et puis voilà, donc qui opèrent. Donc les plus gros sont effectivement les CDR et SHMR. On revient avec vous, Éric Fontaine. On marque la dernière pause de cette émission et on revient pour le dernier quart d'heure, dernière ligne droite d'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jean.
Jean Pascal. Voilà, donc dernier quart d'heure d'Infocité en compagnie d'Éric Fontaine, administrateur de la Confédération nationale du logement. Et oui, parce que nous avons, depuis une demi-heure maintenant, nous parlons effectivement du logement, du mal logement, du dysfonctionnement du logement, de la politique du logement à La Réunion. Vous le disiez tout à l'heure avant la pause, il y a 7 bailleurs sociaux à La Réunion qui couvrent l'ensemble du parc locatif. Oui. Éric Fontaine, est-ce que les 7 pratiquent la même politique? Non. On est confronté effectivement à cette difficulté. Vous avez des bailleurs, je dirais, qui sont, et ça c'est notre point de vue évidemment, qui sont beaucoup plus proches des locataires, dans le sens où ils sont à l'écoute. Après, il y a ceux qui sont à l'écoute mais qui ne font rien, et ceux qui n'écoutent pas du tout. Donc on a trois critères différents. Oui, on a de tout. Moi, je vois des cas bien précis où des gens, par exemple une femme aveugle, du côté du Chaudron, Mouchaudron, vit dans un logement qu'on peut qualifier aujourd'hui d'insalubre, qui demande effectivement à intervenir, mais ils savent pas que je suis derrière. Donc on fait des courriers, ils n'interviennent pas. Donc ils répondent, ils viennent, mais ils ne règlent pas le problème. Comment ça se fait? Ils viennent, mais ils règlent pas le problème. Comment c'est possible? Ils ont quand même, ils ont des objectifs, c'est de mettre à disposition des logements, tant qu'à faire, des logements qui sont en bon état, sur lesquels ils touchent un loyer. Ils ont quand même un minimum de droits et de devoirs quand même à respecter vis-à-vis des gens qui louent contractuellement avec eux. Oui, là il y a un logement. Bien sûr, il y a la loi de 89 et la loi de 2002 fait obligation aux bailleurs de mettre à la disposition des locataires des logements au nombre décent, des logements décents. Et on a de plus en plus, et on est extrêmement inquiet d'ailleurs, de plus en plus de situations de logements qui sont insalubres, indécents, insalubres, donc c'est deux choses différentes bien sûr, insalubres ou indécents. C'est quoi la différence? Un joue gravement sur la santé de l'occupant. L'insalubrité. Et l'indécence, c'est que lorsque vous avez quelques infiltrations, vous avez des petits problèmes électriques, etc. Donc c'est deux compétences différentes. L'indécence est gérée, l'insalubrité, pardon, est gérée compétence du préfet. Je ferai une parenthèse après sur la compétence du maire d'ailleurs. Ouais. Et l'indécence, c'est plus la CAF qui va pouvoir intervenir, ou alors ça peut être un huissier que vous avez fait intervenir. Donc là, on va dresser les constats. On va remonter l'information pour faire intervenir et qu'il y ait des réparations. Et ça se traite au tribunal d'instance. D'accord. Bon, là où effectivement je voulais parler des mairies par rapport à ces problèmes d'insalubrité et d'indécence aussi d'ailleurs, c'est que les maires ne mesurent pas, ne connaissent pas, ni ignorent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, le pouvoir qu'ils ont, la police, dans le cadre de la police du maire, en termes de sécurité et de santé publique. Vous croyez qu'ils connaissent pas? Parce qu'il y a quand même des aspects sur lesquels ils se gênent pas pour faire valoir ce droit justement. Parce que quand vous avez par exemple des problèmes dans les parties communes, d'insalubrité, de grosses infiltrations, etc., le maire peut assigner le locataire et l'obliger à faire les travaux. Le bailleur. Et si le bailleur ne le fait pas, la mairie peut engager les travaux et se faire rembourser. Oui. Bon, mais ça ne se fait jamais. Non, on ne voit pas. On a eu le problème qu'on connaît sur le port, où on a eu quand même plusieurs mois de discussions assez tendues, je dirais, avec l'ensemble des partenaires, y compris l'État d'ailleurs, pour faire prendre ce fameux arrêté de péril imminent. Et on a dû même arriver avec des modèles d'arrêté de péril, quoi. Donc c'est à ce stade de la discussion. C'est-à-dire que le bâtiment peut se casser la figure du jour au lendemain. Écoutez, nous on a demandé un rapport d'experts du tribunal administratif qui est tombé, qu'on a fini par obtenir, qui n'a pas été facile, mais on l'a obtenu. Et ce rapport de l'expert, il est clair. Il dit que les travaux n'ont pas fait l'objet de suivi. C'est écrit noir sur blanc. Il dit que l'épaisseur du ciment ne correspond pas aux normes. Il dit qu'on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre que l'immeuble penche et qu'on a des malfaçons de partout. Et il dit aussi, et ce qui est encore plus inquiétant, qu'en période de cyclonique, cet immeuble va évoluer, va avoir un mouvement évolutif. Voilà le mot. Il va se retrouver à terre. C'est qu'il va bouger, il va tomber. Ouais, avec les gens à l'intérieur. Ah ben oui, avec les gens à l'intérieur. Et on continue à laisser les gens à l'intérieur. Les gens sont à l'intérieur parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver obligatoirement tous les logements. Donc il y avait quand même 101 logements. Donc ça fait quand même plus de 400 personnes à loger. Aujourd'hui, il reste 60 appartements à libérer. Et on disait d'ailleurs à la mairie, pas plus tard que la semaine dernière, qu'il faudra à ce moment-là les mettre également dans des logements qui sont en bon état. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que quand ces personnes sont relogées par d'autres bailleurs sociaux, ils sont par exemple logés dans des logements qui ne sont pas en norme de décence également. Et on a eu des cas qui nous ont interpellés,
Ils se sont retrouvés à signer un bail, par exemple, chez un bailleur, ou deux bailleurs d'ailleurs, qui ont demandé le paiement pratiquement d'1 mois et demi de loyer d'avance, ce qui est totalement interdit. Et ça ne s'arrête jamais, quoi. Voilà. Quand on fait ce constat, Éric Fontaine, j'ai l'impression que vous êtes le dernier rempart. En tout cas, la Confédération nationale du logement est le dernier rempart pour justement ces locataires, ces consommateurs. Dans quel état d'esprit ils viennent vous voir? Parce que moi, ça m'interpelle, parce que vous avez dressé une situation totalement catastrophique, sinistre. Oui, c'est bien ça. Malheureusement. J'imagine que les gens qui viennent vous voir sont dans une désespérance totale. On a effectivement des gens désespérés. On ne reçoit pratiquement que ça aujourd'hui. On est interpellé régulièrement dans la rue par des gens. Ouais. Et je ne vous cache pas qu'on est particulièrement inquiet. Vous savez, je reçois sur mon téléphone personnel plus de 4000 appels par an. Téléphone personnel. Je passe ma vie entière, je dirais, mes soirées et mes week-ends aussi auprès des locataires. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que il y a des interventions sur lesquelles je suis, on me demande de venir, et au fond je viens, mais je me dis mais c'est pas à moi de faire. Aujourd'hui, vous pensez avoir les moyens des ambitions de la Confédération? Non. Qu'est-ce qui vous manque? On est soutenu par aucune collectivité. Précision importante. Oui, attendez. Donc, déjà qu'ils n'assument pas leur rôle en termes de politique et de compétences du logement, qu'est-ce qu'ils vont soutenir une association de consommateurs? Oui, et justement c'est là la difficulté, parce que moi je travaille, donc c'est en dehors de mon temps de travail que j'exerce, sur mes congés. Et donc c'est extrêmement compliqué et difficile. Ouais. C'est-à-dire que je vous donne un exemple aussi. On n'a pas parlé par exemple d'un dossier qui est par exemple les copropriétés dégradées, privées. Quand on est interpellé par des propriétaires privés qui sont des copropriétés, des personnes âgées aussi, qui ne bénéficient d'aucune aide, c'est pour ça aussi qu'on est remonté d'ailleurs, je fais une parenthèse. Lorsqu'un bailleur social, il a des logements qui sont plus au nombre de décence, on trouve les moyens, les subventions des collectivités pour venir aider ce bailleur social, qui augmente le loyer ensuite. Mais quand un bailleur privé a des difficultés financières, que ces gens à 80, 90 ans, ils n'ont plus les moyens de remettre en état les immeubles, dans les copropriétés dégradées, pourquoi ils ne bénéficient pas des aides des collectivités? Donc c'est totalement injuste. Et ça, on le reçoit. Et un dossier de copropriété privée, ça nous prend des fois une semaine de travail dessus. C'est qu'on contrôle des charges locatives, c'est des semaines et 2 semaines de travail. Alors, ils vous répondent quoi, justement, les élus? C'est qu'ils n'ont pas d'élus qui siègent au conseil d'administration de ces bailleurs privés? Non, les copropriétés privées peuvent siéger que des propriétaires. Oui, justement. Donc ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Donc finalement, ils disent, mais écoutez, monsieur Fontaine, c'est pas dans nos compétences. Ils n'ont pas de compétences, ou alors ils font démolir les immeubles, par contre. Ah. Voilà, c'est qu'on arrive à une situation aussi, ça je crois que c'est pas mal, qu'il faut noter, à La Réunion, où vous avez des propriétaires dans des immeubles qui ne sont pas propriétaires du terrain. Ouais. Donc ils ont acheté des logements avec des bailleurs sociaux, un bailleur social. Vous avez par exemple 12 propriétaires dans un immeuble, ils sont propriétaires des murs, mais ils ne sont pas propriétaires du terrain. Donc on peut demain avoir un arrêté, un jugement qui autorise... Et actuellement ce bailleur fait actuellement un peu, entre guillemets, du porte-à-porte pour acheter ses appartements à 20 ou 30 000 euros. Des appartements sur Saint-Denis qui valent au moins 100 000 euros. Donc il sait qu'il est dans l'illégalité. Est-ce qu'on peut parler justement d'illégalité? Oui, là, nous, ce qu'on appelle, c'est la pression qu'on met sur des habitants, des propriétaires, qui bien souvent ne sont pas bien informés de leurs droits. Ce sont des gens, je dirais, qui sont pas pauvres, je dirais, mais qui ont des difficultés, je dirais, et qui ne connaissent pas ce qu'il faut faire. Donc pour eux, quand on arrive, j'ai dû effectivement leur expliquer que vous avez entre les mains de l'or. De l'or, vous avez un appartement à Saint-Denis, il coûte plus de 100 000 euros. Oui. Il coûte pas 30 000 euros. Non, rarement. Et quand le bailleur arrive, il lui dit, je viens vous sauver. J'achète votre appartement à 30 000 euros et grâce à moi, je vais vous reloger dans un loyer à 600 euros. Donc vous allez payer encore plus cher? Et voilà, donc je veux dire que et ça, les gens ont du mal à comprendre. Bah oui, parce que généralement, on est propriétaire de son logement, on paye plus rien. Voilà, on paye les charges de copropriété. Voilà, donc généralement, c'est pas 600 euros. Voilà, et là, effectivement, c'est à mon avis une faiblesse des communes également. Quand on est maire d'une commune ou élu, on doit aussi veiller à ce que dans les copropriétés où on a ce genre de problème, on accompagne les gens. On accompagne les gens, on leur dit effectivement, attention, vous n'avez pas de syndic, il faut créer un syndic bénévole, un vrai syndic, vous avez des charges de propriété, il faut payer, etc. Mais on ne les laisse pas abandonner. Et ensuite, quand ils ont payé leur appartement, ils ont fait des prêts, on leur a dit au bout de 30 ans, 40 ans, ils sont à la retraite à ce moment-là, sortez de vos appartements
on vous met dans des logements que vous ne pourrez pas payer. Alors que c'est des gens qui ont passé toute leur vie, qui ont investi toutes leurs économies, en tout cas qui ont créé ou qui ont fait leur vie avec ces logements-là, dans ces logements-là, et on leur dit toujours au lendemain tourner la page, passer à autre chose, voilà, et puis recommencer pratiquement à zéro. Et nous ne sommes pas sur les cas isolés. Ouais. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, Éric Fontaine, aujourd'hui. Il y a, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook pour le nommer, on va le dire, oui. Parce qu'effectivement, vous ne cachez pas le travail que vous faites, ça soit en écrit comme en photo. Vous montrez souvent, très souvent, un état des lieux du logement social à La Réunion qui est, il faut bien le reconnaître quand on voit vos photos, plutôt déplorable. Aujourd'hui, vous évaluez à combien le nombre de dossiers que vous gérez au niveau de la Confédération nationale du logement? On reçoit 4000 appels. Après, je vous donne un exemple sur EBS Spencer, ça nous fait 101 dossiers. Ouais. Pour estimer le volume, chez Louis Jouvet, on est à 168 dossiers. Ouais. Donc, en gros, sur une année, ça nous fait facilement 10 000 personnes, quoi. 10 000 personnes. Accumulé, mais c'est que c'est un travail de fourmi énorme, quoi. Et aujourd'hui, vos moyens, c'est quoi? C'est la main et la tête. Ouais. Les moyens, c'est la main et la tête, mais aussi, surtout, je crois qu'il faut peut-être le préciser. Il y a peut-être aussi une connaissance aussi du dossier, comme un dossier technique. Je dirais une très grande connaissance du dossier logement. On ne peut pas se lancer à corps perdu là-dedans sans connaître, parce que c'est quand même un domaine de compétences où il y a de nombreux méandres. Tout à fait. C'est que c'est une très grande connaissance de toutes les lois liées à l'habitat, sachant que la loi de l'habitat est soumise donc à beaucoup de choses, au code de santé publique, au code de construction d'habitat, au code général de collectivité territoriale, etc., etc. Donc une connaissance parfaite de toutes ces lois qui nous permet de gagner justement, parce que ce matin encore j'étais dans une réunion avec un bailleur sur une problématique très grave où je me suis rendu compte qu'il était même pas au courant qu'il était obligé, il devait fournir au locataire un diagnostic qu'il n'a jamais fourni. Donc on voit bien en face de nous, on a l'ignorance des gens, ou je m'en foutisme, je sais pas trop, mais tout ce que je sais, c'est que aussi si on avance dans le combat qu'on mène, c'est parce que les gens nous donnent la foi quelque part, parce que quand on voit effectivement dans les yeux des gens les difficultés que ces gens ont, je peux vous assurer qu'il faut faire très attention, parce que vous mesurez à ce moment-là toutes les responsabilités qui portent sur vos épaules, et que vous n'avez pas le droit à l'erreur non plus. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que je touche du bois, on n'a pas perdu un seul combat. Quand vous mettez le nez dans un dossier, que vous êtes sollicité, que les bailleurs sociaux vous voient arriver pour régler le conflit bailleur-locataire, comment ça se passe dans leur tête? Je dirais que c'est déjà tendu. Je crois que je prends 2 exemples concrets qu'on a eu avec des bailleurs, pas plus tard que ce matin. Très tendu, je ne dirai pas le nom du bailleur pour le principe, on le saura plus tard. Très tendu, on a claqué la porte ce matin. Moi je lui ai dit que je suis pas venu assister à une séance de cinéma, je suis venu récupérer des documents, consulter ces documents avec des locataires. Ces documents ne sont pas accessibles, au revoir, on se retrouvera plus tard. C'est quoi? C'est de l'intox, de la désinformation Alors il y a 2 choses, évidemment, nous tout de suite on voit les choses différemment, on dit qu'ils ne veulent pas nous... Non, ils veulent pas nous donner les documents, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires et qu'ils... sur le montage financier peut-être là c'est sur la santé publique. D'accord. Là c'est sur la santé publique. Voilà, donc, mais on essaie quand même de maintenir le dialogue, parce qu'à l'issue de la réunion, dans l'heure qui suit, j'ai renvoyé un mail pour redemander les documents. Bon, on verra. Mais moi, j'ai toujours dit aux bailleurs, encore ce matin, je ne suis pas l'avocat des bailleurs, je ne suis pas votre ami. Vous me verrez toujours en face de vous. Et je vous combattrai en permanence du moment où vous marchez sur les pieds des locataires. Quoi. Et ça doit pas rassurer qui que ce soit. Parce que brièvement, vous venez d'où? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? C'est la misère des gens, c'est de voir qu'on profite également sur des gens qui ne connaissent rien. Et puis c'est vrai qu'au fil des semaines, qu'on a vu effectivement qu'on était sur une activité, on peut appeler ça comme ça, pour lesquels effectivement personne ne venait au secours de ces gens-là et qu'on gagnait. Je le dis, je répète, je veux dire que c'est quand même plus de 600 000 € de charges locatives abusives remboursées aux locataires sur les 3 dernières années, ce qui est énorme. C'est actuellement on a un procès contre la SIDR, aujourd'hui on le réclame 4 millions d'euros sur les charges locatives, le tribunal tranchera en février. On a des actions aussi engagées contre d'autres bailleurs, mais on ne recule pas. Vous savez, pour 200 €, on n'a pas lâché un bailleur et on a fini par gagner 2 000 €. Éric Fontaine, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Donc, si j'ai bien compris, on va de toute façon vous retrouver dans les colonnes des médias, dans les journaux télévisés des médias, sur les actions que vous menez dans les jours et les semaines prochaines. Très certainement, la semaine prochaine, oui. Bon, en tout cas, on va se tenir informé. Puis, je vous remercie d'avoir, juste pour terminer brièvement, un contact peut-être sur Facebook ou ailleurs. Sur un mail, CNL Saint-Denis, ST Denis, @gmail.com, un téléphone
06 92 59 01 79. C'est le téléphone de la CNL, 59 01 79. Merci Eric Fontaine, merci. Merci. Et bonne journée à tous à l'écoute de Plus FM. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean.